L'intrigue du masque de fer dans le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Il n'y a jamais eu de vérité sur le masque de fer. Au moment où Dumas rédige le Vicomte de Bragelonne, le dernier tome de la trilogie des Trois Mousquetaires, quelques 14 versions existent déjà sur l'identité du mystérieux prisonnier. Dumas en retiendra 9 qu'il nomme les systèmes et qu'il développera dès 1840 dans ses impressions de voyage. Dans le Vicomte de Bragelonne, le romancier retient l'une d'entre elles en affirmant qu'il ne l'a pas choisie parce qu'elle est la plus convaincante, mais parce qu'elle est la plus romanesque. C'est cette intrigue que nous avons ici extraite de l'œuvre pour la donner à lire comme un petit roman autonome. L'hypothèse des jumeaux offre avant toute chose à Dumas une trame splendide sur laquelle il pourra largement et généreusement peindre son tableau. Quelques mots d'histoire. Au début de l'intrigue, nous sommes en 1660. Louis XIV a 23 ans et ne tient pas encore les rênes du pouvoir. Mazarin gouvernera jusqu'en 1661, date de sa mort. Le 10 mars 1661, Louis XIV, roi depuis l'âge de 4 ans, monte enfin sur le trône. Fouquet, surintendant des finances depuis 1653, est un brillant politique. Cet homme qui a toujours été fidèle au roi, responsable politique doué et complet, prétend légitimement à la succession du cardinal Mazarin. Or, Louis XIV redoute un ministre d'une telle envergure dont l'intelligence et la connaissance des dossiers surpassent de loin les siennes. De plus, Fouquet n'est pas un homme modeste et son ambition est grande. L'ancien homme à tout faire du cardinal, Colbert, suggère au roi de faire arrêter Fouquet. Ce dernier est accusé d'avoir mal géré les finances, d'avoir ruiné l'État. Le luxe insolent qu'il déploie dans son château de Vaux n'est-il pas une preuve de sa tendance au débordement ? L'arrestation de Fouquet est pour le roi le moyen d'entrer dans le règne de façon éclatante, d'affirmer son autorité et d'effacer définitivement l'ombre qu'on lui a toujours portée. C'est le début de l'ère du roi Soleil. L'homme au masque de fer ou Aramis contre D'Artagnan. Nous sommes en 1660. Monseigneur d'Herblay, alias Aramis, le vaillant mousquetaire de la bande des Quatre, est aujourd'hui évêque de Vannes. Il a été mis au courant voici 15 ans par Madame de Chevreuse, son ancienne amante et la meilleure amie d'Anne d'Autriche, du secret de la naissance de Louis XIV le 5 septembre 1638. Celle-ci lui a en effet révélé que ce jour-là, la reine a accouché non pas d'un, mais de 2 dauphins. Louis XIV est né à midi et le second, Philippe, quelques heures plus tard. L'enfant étant déjà présenté comme le prince héritier de la couronne, Louis XIII et Anne d'Autriche écartèrent le second, de peur que celui-ci ne la dispute à son frère. On supposait à l'époque que le dernier né était en réalité le premier conçu, mais sans pouvoir l'affirmer avec certitude. C'en est une aujourd'hui. Philippe était donc l'aîné supposé et pouvait légitimement prétendre au trône. Quelques personnes seulement sont mises dans le secret. La sage-femme à laquelle on confia Philippe pour qu'elle l'élève à la campagne comme son fils, le chancelier, le médecin et cet ami de la reine. Louis XIII haïssait la duchesse de Chevreuse et Louis XIV héritera de cette haine. On interdit la cour à la duchesse et on fait circuler le bruit de sa mort. Anne d'Autriche elle-même crut à son décès. Aramis est arrivé au chevet du gouverneur général des Jésuites qui se meurt. L'ordre a besoin de posséder un grand secret d'État pour faire pression sur la reine et léguera les fonctions de gouverneur général des Jésuites à celui qui lui apportera ce secret. Aramis a donc remis une lettre expliquant le secret du jumeau de Louis XIV au mourant, qui l'emporte dans la tombe en nommant Aramis nouveau gouverneur général. Aramis, à présent riche, va voir Fouquet. Il le connaît pour avoir fait fortifier en grand secret la forteresse de Belle-Île qui appartient au surintendant des finances. Fouquet bénéficie ainsi d'une place forte et de garnison qui lui assure à terme la possibilité de faire la guerre au roi avec son armée. Au moment de la visite d'Aramis, Fouquet est dans une situation très délicate.
Colbert, qui veut sa place, trame sa disgrâce. Fouquet n'a presque plus d'argent, et Colbert s'évertue à le ruiner en lui faisant sortir, pour le roi, des sommes colossales des caisses de l'État. Il a le projet d'une fête donnée en l'honneur du roi à Vaux, château de Fouquet, qui devrait ruiner définitivement ce dernier. Aramis propose 10 millions à Fouquet pour donner cette fête. Fouquet le remercie chaudement mais s'étonne. Que veut-il en échange ? « Je veux sur le trône de France un roi qui soit dévoué à M. Fouquet, et je veux que M. Fouquet me soit dévoué. »« Oh !» s'écria Fouquet en lui serrant la main. « Quant à vous appartenir, je vous appartiens bien. Mais croyez-le bien, mon cher d'Herblay, vous vous faites illusion. »« En quoi ? » ?»« Jamais le roi ne me sera dévoué. Je ne vous ai pas dit que le roi vous serait dévoué, ce me semble. Mais si, au contraire, vous venez de le dire. Je n'ai pas dit le roi, j'ai dit un roi. N'est-ce pas tout un ? Au contraire, c'est fort différent. Je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Supposez que ce roi soit un autre homme que Louis XIV. Un autre homme ? Oui, qui tienne tout de vous. Impossible. Même son trône. Oh, vous êtes fou. Il n'y a pas d'autre homme que le roi Louis XIV qui puisse s'asseoir sur le trône de France. Je n'en vois pas. Pas un seul. J'en vois un, moi. À moins que ce ne soit monsieur, dit Fouquet en regardant Aramis avec inquiétude. Mais, monsieur, ce n'est pas monsieur. Mais comment voulez-vous qu'un prince qui ne soit pas de la race, comment voulez-vous qu'un prince qui n'aura aucun droit, mon roi à moi, ou plutôt votre roi à vous, sera tout ce qu'il faut qu'il soit. Soyez tranquille. Prenez garde, monsieur d'Herblay, vous me donnez les frissons, vous me donnez le vertige. Aramis sourit. Vous avez le frisson et le vertige à peu de frais, répliqua-t-il. Oh, encore une fois, vous m'épouvantez. Aramis sourit. Vous riez, demanda Fouquet. Et le jour venu, vous rirez comme moi. Seulement, je dois maintenant être seul à rire. M'expliquez-vous ? Au jour venu, je m'expliquerai, ne craignez rien. Vous n'êtes pas plus Saint-Pierre que je ne suis Jésus, et je vous dirai pourtant, homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous ? Eh, mon Dieu, je doute. Je doute parce que je ne vois pas. C'est qu'alors vous êtes aveugle. Je ne vous traiterai donc plus en Saint-Pierre, mais en Saint-Paul. Et je vous dirai, un jour viendra où tes yeux s'ouvriront. Oh, dit Fouquet, que je voudrais croire. Vous ne croyez pas, vous à qui j'ai fait 10 fois traverser l'abîme où seul vous fussiez engouffré. Vous ne croyez pas, vous qui de procureur général êtes monté au rang d'intendant, du rang d'intendant au rang de Premier ministre, et qui du rang de Premier ministre passerait à celui de maire du palais. Mais non, dit-il avec son éternel sourire. Non, non, vous ne pouvez voir, et par conséquent, vous ne pouvez croire cela. Et Aramis se leva pour se retirer. Un dernier mot, dit Fouquet. Vous ne m'avez jamais parlé ainsi. Vous ne vous êtes jamais montré si confiant, ou plutôt si téméraire. Parce que pour parler haut, il faut avoir la voix libre. Vous l'avez donc ? Oui. Depuis peu de temps, alors ? Depuis hier. Oh, monsieur d'Herblay. Prenez garde, vous poussez la sécurité jusqu'à l'audace. Parce que l'on peut être audacieux quand on est puissant. Vous êtes puissant ? Je vous ai offert 10 millions. Je vous les offre encore. Fouquet se leva troublé à son tour. « Voyons, dit-il, voyons, vous avez parlé de renverser des rois, de les remplacer par d'autres rois. Dieu me pardonne, mais voilà, si je ne suis fou, ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas fou, et j'ai véritablement dit cela tout à l'heure. Et pourquoi l'avez-vous dit ? Parce que l'on peut parler ainsi de trônes renversés et de rois créés, quand on est soi-même au-dessus des rois et des trônes de ce monde. » « Alors vous êtes tout-puissant » s'écria Fouquet. « Je vous l'ai dit et je vous le répète » répondit Aramis, l'œil brillant et la lèvre frémissante. En réalité, Aramis veut placer sur le trône le frère jumeau de Louis XIV et se débarrasser de Fouquet pour devenir Premier ministre du nouveau roi. À terme, il ambitionne de devenir pape. Madame de Chevreuse, aujourd'hui ruinée, aurait besoin de 200 000 écus. Elle demande un entretien à Aramis.
Elle n'a pour toute ressource que la pension de l'ordre des Jésuites dont elle fait partie. Elle possède des lettres du cardinal Mazarin qui attestent que Fouquet a puisé dans les coffres de l'État une large somme pour s'enrichir. Sachant qu'Aramis est dans les faveurs de Fouquet, elle veut faire chanter l'évêque. Aramis refuse. Madame de Chevreuse résout alors de prendre parti contre Fouquet. Aramis l'avertit que sa pension risque de lui être retirée. Mais Madame de Chevreuse va tenter de se réconcilier avec le pouvoir royal. Elle en a les moyens, assure-t-elle. Madame de Chevreuse s'allie alors avec Colbert, avec lequel elle œuvre à la disgrâce de Fouquet. Elle lui vend les lettres de Mazarin contre 100 000 écus et l'obtention d'un laissez-passer auprès d'Anne d'Autriche. Madame de Chevreuse, déguisée en béguine, s'introduit dans le palais jusqu'aux appartements d'Anne d'Autriche. Elle prétend apporter un médicament révolutionnaire à Sa Majesté, déjà gravement atteinte d'un cancer. Elle sait qu'après son entrevue avec la reine, elle aura les 100 000 écus dont elle a encore besoin. Couverte d'un masque noir, la béguine s'approche de la reine. Elle l'enjoint de parler pour soulager son être. La béguine a des airs si mystérieux que la reine, n'y tenant plus, la supplie. Elle n'eut pas plutôt achevé cette parole que la reine, se redressant, « Parlez !» s'écria-t-elle d'un ton bref et impérieux. « Parlez ! Expliquez-vous nettement, vivement, complètement. Ou sinon, ne menacez point, reine, dit la béguine avec douceur. Je suis venue à vous pleine de respect et de compassion. J'y suis venue de la part d'une amie. Prouvez-le donc, soulagez au lieu d'irriter. Facilement, et votre majesté va voir si l'on est son ami. Voyons. Quel malheur est-il arrivé à votre majesté depuis 23 ans? Mais de grands malheurs? N'ai-je pas perdu le roi? Je ne parle pas de ces sortes de malheurs. Je veux vous demander si, depuis la naissance du roi, une indiscrétion d'ami a causé quelque douleur à votre majesté. Je ne vous comprends pas, répondit la reine en serrant les dents pour cacher son émotion. Je vais me faire comprendre. Votre majesté se souvient que le roi est né le 5 septembre 1638 à 11h15. Oui, bégaya la reine. À 12h30, continua la béguine, le dauphin, ondoyé déjà par monseigneur de Meaux sous les yeux du roi, sous vos yeux, était reconnu héritier de la couronne de France. Le roi se rendit à la chapelle du vieux château de Saint-Germain pour entendre le Te Deum. Tout cela est exact, murmura la reine. L'accouchement de votre majesté s'était fait en présence de feu monsieur, des princes, des dames de la cour. Le médecin du roi, Bouvard et le chirurgien Honoré se tenaient dans l'antichambre. Votre majesté s'endormit vers 3 heures jusqu'à 7 heures environ, n'est-ce pas? Sans doute. Mais vous me récitez là ce que tout le monde sait comme vous et moi. J'arrive, madame, à ce que peu de personnes savent. Peu de personnes, disais-je? Hélas, je pourrais dire 2 personnes, car il y en avait 5 seulement autrefois, et depuis quelques années, le secret s'est assuré par la mort des principaux participants. Le roi notre Seigneur dort avec ses pairs. La sage-femme Péronne l'a suivi de près. La porte est oubliée déjà. La reine ouvrit la bouche pour répondre. Elle trouva sous sa main glacée, dont elle caressait son visage, les gouttes pressées d'une sueur brûlante. Il était 8 heures, poursuivit la béguine. Le roi soupait d'un grand cœur. Ce n'était autour de lui que joie, cris, rasades. Le peuple hurlait sous les balcons. Les Suisses, les mousquetaires et les gardes erraient par la ville, portés en triomphe par les étudiants ivres. Ces bruits formidables de l'allégresse publique faisaient gémir doucement dans les bras de Madame de Lansac, sa gouvernante, le dauphin, le futur roi de France, dont les yeux, lorsqu'ils s'ouvriraient, devaient apercevoir 2 couronnes au fond de son berceau. Tout à coup, votre majesté poussa un cri perçant, et dame Péronne reparut à son chevet. Les médecins dînaient dans une salle éloignée. Le palais, désert à force d'être envahi, n'avait plus ni consigne ni garde. La sage-femme, après avoir examiné l'état de votre majesté, se récria, surprise, et vous prenant en ses bras, éplorée, folle de douleur, envoya la porte pour prévenir le roi que sa majesté la reine voulait le voir dans sa chambre. La porte, vous le savez, madame, était un homme de sang-froid et d'esprit.
Il n'approcha pas du roi en serviteur effrayé qui sent son importance et veut effrayer aussi. D'ailleurs, ce n'était pas une nouvelle effrayante que celle qu'attendait le roi. Toujours est-il que la porte parut, le sourire sur les lèvres, près de la chaise du roi, et lui dit « Sire, la reine est bien heureuse et le serait encore plus de voir votre majesté. » Ce jour-là, Louis XIII eut donné sa couronne à un pauvre pour un dieu gare. Gai, léger, vif, le roi sortit de table en disant du ton que Henri IV eût pu prendre « Messieurs, je vais voir ma femme. » Il arriva chez vous, madame, au moment où dame Péronne lui tendait un second prince, beau et fort comme le premier, en lui disant « Sire, Dieu ne veut pas que le royaume de France tombe en quenouille. » Le roi, dans son premier mouvement, sauta sur cet enfant et cria « Merci, mon Dieu !» La Béguine s'arrêta en cet endroit, remarquant combien souffrait la reine. Anne d'Autriche, renversée dans son fauteuil, la tête penchée, les yeux fixes, écoutait sans entendre et ses lèvres s'agitaient convulsivement pour une prière à Dieu ou pour une imprécation contre cette femme. « Ne croyez pas que s'il n'y a qu'un dauphin en France, s'écria la Béguine, ne croyez pas que si la reine a laissé cet enfant végéter loin du trône, ne croyez pas qu'elle fut une mauvaise mère. Oh non. Il est des gens qui savent combien de larmes elle a versées. Il est des gens qui ont pu compter les ardents baisers qu'elle donnait à la pauvre créature en échange de cette vie de misère et d'ombre à laquelle la raison d'État condamnait le frère jumeau de Louis XIV. « Mon Dieu, » murmura faiblement la reine. « On sait, » continua vivement la Béguine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.